Les principaux titres de l'actualité. La Marine nationale a neutralisé les bateaux de Greenpeace qui voulaient empêcher la reprise des essais nucléaires français. L'opération a eu lieu sans incident. Le Front national est réuni à Toulon en université d'été. Notre invité, son président, M. Jean-Marie Le Pen. Deauville, l'acteur Kevin Costner pour la présentation du film qui a failli lui coûter très cher, Waterworld, le monde de la mer. Madame, monsieur, bonjour. Il y a l'actualité de ce samedi, l'actualité du jour. Nous allons y venir dans un instant. Il y a par ailleurs la veillée d'armes pour tous les écoliers, collégiens et lycéens français. Il reste en effet 48 heures pour se préparer à la rentrée des classes, notamment pour les plus petits. Comment amortir le choc des premiers pas dans la cour d'école? Reportage Sophie Jouve, Jean-Louis Bousser. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Estelle a 3 ans et pour la première fois, elle va franchir les portes de l'école. Depuis un mois déjà, sa maman la prépare à réussir ce saut dans l'inconnu. Et hop, c'est la rentrée. Un ballon colorié et c'est un jour de moins qui la sépare de la rentrée. Je lui donne envie d'y aller parce qu'il y a tellement de choses à y faire et je lui en parle. Enfin, je lui dis qu'elle ira là-bas pour apprendre à lire, à écrire, à faire des dessins pour ses grands-parents, à apprendre des chansons, à rencontrer des enfants de son âge. Et oui, la maternelle, ça se prépare, car nos chers petits vont découvrir un nouvel univers. Il faut apaiser, donner les bons conseils, trouver les mots justes. Faut pas dire à votre enfant « tu vas avoir des copains ». Parce qu'au début, la cour de récréation, ça lui paraît la jungle. Alors il comprend pas pourquoi on a dit des copains. Non, il va aller d'abord retrouver une maîtresse et une assistante de maternelle qui vont s'occuper de lui. Si vous redoutez cette rentrée, faites un petit effort. Évitez de dire devant votre enfant « le pauvre petit, il entre à l'école ». Les parents doivent calmer leurs angoisses, car l'angoisse se communique. Et il faut comprendre que nous sommes prêts à accueillir leurs enfants dans les meilleures conditions possibles. Nous avons l'habitude et qu'ils fassent comprendre à ces enfants petits que c'est un moment très intéressant, privilégié et un grand pas dans la vie, car les enfants ont envie de grandir. Et pour que la rentrée se passe vraiment bien, ne ratez pas la sortie. Soyez à l'heure lorsque vous irez chercher votre écolier. L'heure des mamans, comme ils l'appellent, c'est sacré. Rendez-vous lundi. Les 2 bateaux de l'organisation Greenpeace ont donc été neutralisés par la marine française au large de Mururoa. L'opération que nous vous faisions vivre hier soir en direct s'est terminée sans incident. Les 2 navires sont actuellement remorqués en dehors de la zone d'essai. Récit complet des événements de ces dernières 24 heures avec nos envoyés spéciaux Thierry Tullier, Franck Brisset. Le second navire amiral de Greenpeace va bientôt passer sous le contrôle des commandos de marine. Héliportés à bord du Greenpeace, ils se rendent très rapidement maîtres de la passerelle. Leur objectif, le bâtiment, mais surtout l'hélicoptère qui à plusieurs reprises a violé la zone interdite. Le droit de poursuite permet à l'armée française d'arraisonner ainsi un navire qui n'est pas entré dans les eaux territoriales. L'équipage ne résiste pas bien longtemps dans un face-à-face bien inégal. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la relative facilité avec laquelle finalement l'opération s'est déroulée. Et le motif de satisfaction, c'est que ce soit passé de façon, si vous voulez, claire. Peu auparavant, c'était le Rainbow Warrior qui avait subi le même sort. En alerte au milieu de la nuit, les commandos sont entrés en action peu avant le lever du jour. Intervention spectaculaire, mais sans violence. Journalistes et membres d'équipage sont regroupés. Ils vont bientôt être interrogés par la police judiciaire. L'opération est bouclée en moins de 3/4 d'heure. On a pris tout d'abord la passerelle, où les gens étaient barricadés avec des barreaux, que vous avez pu constater. Il y avait des barreaux, plus les gens étaient équipés de masques à gaz. Nous sommes intervenus sans utiliser de gaz ou d'armes. Nous avons ouvert les portes, après quoi nous sommes attaqués à la machine, nous sommes rendus au PC machine, où là nous avons stoppé les moteurs. Le Rainbow Warrior a raisonné, il est quelques heures plus tard remorqué. Direction envisagée, l'atoll d'Ao, à 2 jours de mer. Au même moment, les plongeurs et les Zodiacs qui sont entrés dans le lagon sont neutralisés. C'est la fin de l'opération. C'est désormais à la justice de reprendre les choses en main. Au procureur de la République de Tahiti notamment de définir les poursuites financières et pénales à l'encontre de Greenpeace. Quant aux équipages, ils seront tous expulsés de la zone de Mururoa, les uns regagnant Papeete, les autres leur pays d'origine. Document encore après les événements vus du côté de la Marine nationale à l'instant. Voici maintenant les images tournées par une équipe de l'organisation écologiste Greenpeace au moment même où les commandos de marine montent
sur le Rainbow Warrior. Christophe Tortora. Les militants de Greenpeace ont compris qu'il n'y a pas de meilleure protestation contre les essais que celle qui est bien médiatisée. Les militaires sont portés par les vagues, les militants sont portés par l'image. Alors, à Greenpeace, on n'a pas oublié d'embarquer à bord du Rainbow Warrior une caméra. Les commandos de marine, eux, savent d'où vient le danger. À bord, ils tentent d'empêcher de tourner. Appareil tout de suite! En vain. Les militants de Greenpeace veulent montrer au monde entier le commandant barricadé à l'intérieur de la salle des commandes. Ils veulent montrer la riposte des militaires qui bombent les fenêtres pour tenter de rendre le pilote aveugle. Comme nous, les militants de Greenpeace ne veulent pas nous faire rater le feu d'artifice de leur action dans le Pacifique, une action qui s'est interrompue momentanément avec l'arrivée hier des militaires dans la salle des commandes. Sachez encore que les personnes et les équipages qui se trouvaient à bord des deux navires ont été dirigés vers Papeete, la capitale de la Polynésie française, où après interrogatoire, ils ont tous retrouvé leur liberté de mouvement. En Bosnie, difficile discussion entre le commandant des forces des Nations Unies, le général français Janvier, et le général en chef de l'armée des Serbes de Bosnie. Aucun accord n'a été signé, le général Mladic refusant pour l'instant, sans contrepartie, de retirer ses canons postés autour de Sarajevo. Par ailleurs, on est toujours sans nouvelles des deux pilotes français tombés au-dessus de la Bosnie. L'opération de sauvetage est en cours à partir de la base aérienne de l'OTAN située à Aviano, en Italie. Patrice Romden, Bernie Mériot sont sur place. En bout de piste, un F-16 peut en cacher un autre. Les fleurons de la chasse américaine décollent par paires, c'est ainsi, et ce n'est qu'ensuite qu'ils se séparent dans le ciel bosnien. La mission du jour, sauver l'équipage français dont le Mirage 2000 a été abattu par un missile sol-air. Sur les détails de l'opération, les pilotes ne soufflent mot. Ils préfèrent évoquer ce qu'ils éprouvent quand un missile est effectivement lancé à leur poursuite. À cet instant, tous nos sens sont en éveil, car quand un missile vous vise, ce n'est pas comme quand une caméra vous vise, si vous voyez ce que je veux dire. Plus sérieusement, le radar nous prévient qu'un missile nous poursuit. Le missile est attiré par la chaleur de l'avion. C'est pourquoi on lâche des leurres thermiques ou magnétiques qui sont susceptibles d'attirer le missile et de le perdre. Si cela ne suffit pas, on tente de l'éviter au dernier moment. Et dans ce cas, le missile peut quand même effleurer l'avion. Touchés, les pilotes français se sont éjectés. Mais tant que les Serbes de Bosnie ne prouveront pas qu'ils les ont capturés, les recherches se poursuivront au départ de la base d'Aviano et des autres bases de l'OTAN. L'avion radar qui s'apprête à décoller va épauler les deux F-16 qui sont partis peu de temps auparavant. Une mission de 3 heures pour les pilotes de F-16 qui estiment à leur retour avoir perdu 2 litres de sueur, l'équivalent, disent-ils en souriant, d'une partie de football de niveau international. Sur le plan diplomatique, j'ajoute que M. de Charette, le ministre des Affaires étrangères français, déclare ce soir que la France considère que la levée immédiate du siège de Sarajevo constitue toujours une exigence vitale pour la suite de ces bombardements. Retour en France, 3e enterrement en 48 heures, celui d'un militant indépendantiste abattu jeudi dernier à Corté, vraisemblablement en représailles de 2 autres meurtres. Un engrenage dont on voit mal l'issue. En ce moment en Corse, c'est plutôt la déprime qui domine. Claude Sampère, Jean-Paul Miotto, reportage. Le 3e enterrement en moins de 24 heures. Cette fois-ci, il s'agit de Noël Sargentini, un militant nationaliste de la Conculta, assassiné jeudi matin, vraisemblablement par d'autres nationalistes d'une tendance opposée. Aux côtés du cercueil de Noël Sargentini, sa compagne, blessée par balle lors du guet-apens. À la fin de la messe, le frère de Noël a mis en cause avec des mots très durs l'autre tendance nationaliste, le MPA d'Alain Orsoni. Avant cet enterrement, les policiers à Bastia ont tenu à présenter à la presse toutes les armes saisies lors de la fusillade de mercredi en plein centre-ville. Un arsenal hallucinant. 3 personnes en garde à vue ont été relâchées, mais les enquêtes, selon les magistrats, avancent de manière importante. De son côté, le président de l'exécutif de l'Assemblée corse appelle à un retour urgent au calme. J'en appelle à la sagesse de mes compatriotes, mais je sais que ça ne sert pas à grand-chose. J'invite chacun à prendre la mesure de ce qui se passe et à déposer les armes pour que nous trouvions, dans le cadre d'une réflexion la plus élargie possible et la plus bienveillante possible, les voies et moyens d'en sortir. J'en appelle à l'État pour qu'il fasse régner l'ordre public.
En fin d'après-midi, 3 militants du FLNC historique sont intervenus aux obsèques. Cette fois-ci, les gendarmes étaient à 5 km du village en train de régler la circulation. Les hommes politiques rentrent avant tout le monde puisque le Parti socialiste notamment est réuni en université d'été à La Rochelle. Lionel Jospin doit être, vous le savez, intronisé à la tête du parti à l'automne, mais les courants à l'intérieur du PS restent tout de même très forts. Guylaine Chenu, Michel Gianoulatos, reportage. Henri-Emmanuel est là et les socialistes attendent Lionel Jospin. Rien d'anormal pour ce parti qui vit un drôle d'interrègne avec un futur patron et une rénovation dans l'air. Une rénovation qui veut mettre à l'honneur les militants et leur redonner la parole. Aujourd'hui, ils l'ont prise. Mais quand on vous regarde, vous êtes un tel le représentant de l'ancien courant Rocard, un tel le représentant de l'ancien courant Fabius, etc., etc. Et c'est pas comme ça qu'on arrivera à faire la rénovation. Et les débats ne font que commencer. Bientôt, ils se poursuivront dans les fédérations avec à la mi-octobre un vote au suffrage universel pour élire le premier secrétaire. La volonté là, c'est que les militants reprennent en main leur propre parti, leur destinée et puissent contrôler quelque part l'ensemble des responsables. C'est simple, peut-être trop. Et cette élection au suffrage universel ne manque pas d'inquiéter certains dans les rangs de la gauche socialiste. C'est un changement de nature du parti. Il va se produire au Parti socialiste qui se produit dans la société française, c'est-à-dire un système complètement présidentiel où ne comptera plus que la dimension personnelle, où ce sera d'abord l'homme, le visage, le look. Des critiques qui ont peu de chances de se développer au sein du parti, car le droit de vote, le droit à la parole, les militants ne sont pas prêts d'y renoncer. Michel Crépeau, le maire de La Rochelle, en a fait les frais aujourd'hui. Les jeunes socialistes ne se sont pas privés de lui dire ce qu'ils pensaient de son arrêté municipal contre la mendicité. Même exercice, université d'été également donc pour le Front National, cette fois-ci à Toulon, à l'ordre du jour des changements dans l'organigramme du parti, les objectifs pour l'année à venir après les victoires aux municipales et une épine, la mort d'un proche collaborateur du maire de Toulon en début de semaine. Mickaël Darmon, Bernard Rappé, reportage. Toulon Orange Marignane, le trio gagnant des municipales s'affiche sur les t-shirts et devant les photographes. Ce devait être l'image de ces travaux d'été donnés par des maires qui ont choisi comme stratégie de rassurer leurs administrés tout en mettant de côté pour l'instant le programme du Front National. Le Front National au pouvoir dans une municipalité, ça n'est pas l'apocalypse, ni l'épuration ethnique, ni l'incendie dans la ville, ni la guerre civile comme on l'avait dit pendant la campagne électorale. Mais les militants retiendront aussi une autre image, celle de la minute de silence après le meurtre de Jean-Claude Poulet d'Achary, le bras droit du maire de Toulon. Quand on parle de sa vie privée, ma femme et moi, nous sourions. Parce que sa vie privée, il n'en avait pas. Il travaillait tout le temps. Entre les stands et les bibelots lepénistes, l'événement est largement commenté. D'autant qu'il a révélé au grand jour des conflits entre des responsables locaux du Front National et l'homme de confiance de Jean-Marie Le Chevalier. Les responsables parisiens, eux, gardent le profil bas. Le Var est un monde politique à part. Vous savez, la géographie locale est la géographie locale et il y a une réalité méditerranéenne qui s'applique à nous comme malgré tout et nous déplorons tout à fait cela. Quant à Jean-Marie Le Pen, au courant du dossier, il avait à l'époque tranché en faveur de Jean-Claude Poulet d'Achary, un calcul payant sur le plan politique, mais un calcul qui brouille aujourd'hui le message de la rentrée pour le Front National. Monsieur Le Pen est notre invité ce soir. Monsieur Le Pen, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Le Pen, nous ne nous avons pas entendu depuis un petit moment sur les grands événements de cet été. Je voudrais qu'on les passe en revue, si vous voulez bien, sans oublier les problèmes du Front National. Mais commençons par exemple par la démission de Monsieur Madeleine récemment. Il avait dénoncé un certain nombre de privilèges, un certain nombre d'acquis sociaux. Est-ce que vous étiez plutôt d'accord avec lui et pour vous, c'est quoi un acquis social, c'est quoi un privilège aujourd'hui en France? Je voudrais d'abord vous dire que le président du Front National vous répondra avec le profil haut, n'est-ce pas, malgré la hauteur de ses responsabilités, quels que soient les sujets que nous aborderons. Je ne suis pas membre de la majorité et je ne suis pas chargé d'arbitrer les conflits intérieurs de celle-ci. Je note simplement que M. Madeleine occupait un poste essentiel, l'économie et les finances, que par exception à la règle générale, il n'était pas énarque et qu'il avait probablement de ce fait une certaine liberté d'évaluation des domaines de sa compétence. Il avait quelques idées novatrices qui n'ont pas peu fait pour la victoire de M. Chirac sur M. Balladur. Cela n'a pas suffi à empêcher son éviction. C'est le commencement du délitement qui va se poursuivre
du gouvernement de M. Juppé. Personnellement, j'ai pensé dès le début que ce gouvernement allait dans le mur. Il ira sans doute de plus en plus vite. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour penser, vous, qu'il y a un certain nombre de salariés en France qui sont privilégiés, dont on peut dire qu'ils sont privilégiés? On peut dire que dans un pays qui compte 6 millions de chômeurs vrais, même si on manipule les statistiques pour essayer d'obtenir sur le papier des résultats que l'on n'obtient pas dans la réalité, il est évident qu'on peut exiger des tenants et des exigeants de l'égalité sociale qu'ils participent aussi au règlement, à la solution des problèmes. Mais sachant que notre analyse nous a conduit à déterminer d'autres raisons de la situation économique déplorable de la France que celle qu'a choisie le gouvernement. Nous pensons que l'immigration, nous pensons que l'ouverture, la suppression des frontières, la montée de la pression fiscale sont les véritables responsables de la situation économique. Et tant que l'on ne s'attaquera pas directement et virilement à ces problèmes-là, il n'y a strictement aucune chance de voir s'améliorer la situation économique et par conséquent sociale des Français. Alors justement, vous venez d'évoquer les problèmes de l'immigration. En marge de ces problèmes, il y a eu les attentats, les 2 attentats meurtriers ces dernières semaines à Paris. Est-ce que vous pensez que l'action qu'a engagée le gouvernement est suffisante ou est-ce que vous avez, vous, une position différente? Non, elle est tout à fait insuffisante et j'annonce même à l'avance qu'elle sera tout à fait impuissante. Les moyens dont dispose le gouvernement sont hors de proportion avec le poids considérable de la menace qui pèse sur nous, non seulement d'actions terroristes, mais même d'affrontements de beaucoup plus grande envergure. Un problème comme celui du terrorisme moderne ne se règle pas en quelques semaines et en quelques mois. Il se règle en amont, des années à l'avance, et quand on a laissé entrer des millions d'immigrés incontrôlés dans notre pays, il faudra des positions autrement drastiques que celles qu'autorise notre code pénal actuel pour aboutir à des résultats quant à la sécurité de nos compatriotes et de la nation elle-même. Les essais nucléaires, Monsieur Le Pen, avec les dernières actions de Greenpeace, la riposte de la marine? Écoutez, je suis désolé de me trouver pour une fois en accord avec M. Jacques Chirac. J'ai fait campagne sur la poursuite des essais nucléaires de notre pays, bien évidemment, et j'approuve la méthode à la fois virile et modérée que la marine française a employée pour renvoyer les trublions et les importuns à leurs chères études. Alors, le problème qui s'est tout de même posé et qui a un petit peu terni votre réunion de Toulon, c'est la disparition, la mort d'un proche collaborateur du maire de Toulon, M. Poulet-Dachary. Est-ce que vous penchez, vous, en fonction de ce que vous connaissez, plutôt vers un crime d'ordre politique qui toucherait votre parti, qui viserait votre parti, ou alors une affaire privée, un crime crapuleux? Oui, préalablement, je voudrais dire qu'il n'y a pas une seule grande manifestation du Front National qui ne soit en effet troublée par une provocation ou par un crime. Ceci devient désormais une règle dans la vie de notre mouvement. Nous sommes victimes de ce genre d'action dont certaines revêtent... Vous pensez qu'il y a une relation directe? Écoutez, je le constate. Je suis bien obligé de faire comme tous les observateurs. Et alors sur la nature du crime? Eh bien écoutez, je crois, j'ai écouté le procureur de la République, je crois que le crime ne fait pas de doute. Et je pense que ce crime est d'origine politique. Mais comment s'en étonner quand on sait que des partis politiques, des personnalités politiques, des groupuscules politiques appellent constamment à la haine et à la vengeance contre le Front National et contre ses militants. Donc ce n'est pas une affaire d'ordre privé, selon vous? Mais je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Bien. Alors, dernière chose, on veut parler un instant de votre parti. Il y a des changements dans les structures de votre parti. Monsieur Lang a remis sa démission de secrétaire général. Bon, c'est un événement dans votre parti. Et vous-même, Monsieur Le Pen, vous restez à la tête du parti. Oui, j'espère aussi longtemps que Dieu me prêtera vie et qu'il me donnera suffisamment de force et que j'aurai à la fois l'appui, le soutien, la confiance de mes amis et des militants du Front National. Mais je voudrais, puisque c'est ça qui est positif, c'est l'université d'été. L'université d'été du Front National n'est pas un exercice de style médiatique. C'est la réunion de 800 personnes cette année, le double de l'année dernière,
partenaires qui sont essentiellement, en tous les cas principalement, de nouveaux élus locaux qui sont venus se réunir sur le thème de l'université d'été qui est précisément le mandat local, le mandat municipal. Et bien sûr, je serai amené demain matin dans mon discours à exposer le cadre des rénovations, des restructurations qui vont intervenir dans le cadre du mouvement. J'en profite pour remercier ici les 7 ans de dévouement et de travail accordés à notre mouvement par Karl Lang, qui a d'autres responsabilités et qui a remis sa responsabilité à ma disposition et à la disposition du mouvement, mais tout cela se réglera chez nous. Il ne s'agit pas de problème intérieur. Tout cela se réglera de la façon la plus efficace et la plus conviviale, la plus amicale, parce que nous sommes plus qu'un mouvement, nous sommes une véritable famille. Monsieur Le Pen, je vous remercie. Merci. La suite de l'actualité maintenant, avec en sport le joueur du Paris Saint-Germain, Patrice Loco, de nouveau sur la pelouse, alors qu'il continue de suivre un traitement dans un institut spécialisé après ses frasques de l'été. Patrice Loco vient de réintégrer l'équipe réserve du PSG, qui jouait cet après-midi à Lille. Reportage Marianne Masse, Gilles Balbastre. Une casquette blanche vissée sur ses tresses, Patrice Loco, un joueur parmi d'autres. C'était donc sa 2e sortie en équipe de réserve après la rencontre contre Rouen la semaine dernière. Jamais peut-être on aura vu autant d'appareils photo et de caméras pour un match de National 2, mais le fait est là, Loco semble avoir retrouvé ses jambes. Après quelques entraînements en solo en marge de l'équipe de réserve du PSG, il y est parfaitement intégré depuis une semaine. L'affaire Loco, parmi les rares spectateurs qui s'étaient déplacés, on en parlait bien sûr, mais avec modération. Bon, ça peut ternir un peu le sport, mais bon. Sans Loco, c'est son problème. Je crois qu'il y a une bonne remise en forme pour Loco sur un match comme ça. J'espère qu'il va revenir au premier niveau. Si vous craquez demain, personne n'en parlera. Lui, tout le monde en parle trop. Mais ça va s'arranger et puis tout va revenir. Dans quelques mois, on n'y pensera plus. En tout cas, aujourd'hui, aucun commentaire n'a filtré des rangs de l'équipe. L'audition de Patrice Loco par le juge d'instruction qui devait avoir lieu hier a été reportée à une date ultérieure. Ce n'est probablement qu'après ces démêlés judiciaires que Loco pourra peut-être retrouver l'ambiance de l'équipe première. Coup de vieux pour les teenagers des années 60. Le rock rentre au musée. À Cleveland, dans l'Ohio, aujourd'hui, Little Richard et d'autres vedettes du rock ont inauguré un musée consacré à l'exposition des plus grands souvenirs des rockers. Philippe Gassot, sur place. Maintenant, le cœur du rock and roll est à Cleveland, Ohio pour toujours. C'est par ces mots qu'a été inauguré le musée du rock. Il y a 25 ans, l'Amérique était sous le choc. L'hymne national massacré à Woodstock par Jimi Hendrix était un sacrilège. Aujourd'hui, on l'écoute dans le recueillement. Ils sont 100 000, 200 000, peut-être plus, unis par les accords d'une guitare psychédélique. And the time we are changing. Pour couper le ruban, Yoko Ono qui s'est battue pour le musée, Little Richard. En fait, ils sont tous là, cachés dans les hôtels de Bruce Springsteen, Lou Reed, anciennement du Velvet Underground pour les spécialistes, ou George Clinton, le chanteur de Parliament Funkadelic. C'est vrai que maintenant que le rock a droit de citer, il faut réviser sa théorie des groupes. Cleveland a mobilisé et c'est ici l'aboutissement de 12 années d'efforts, comme c'est souvent le cas en Amérique. On a appelé les bénévoles. Pourquoi faites-vous cela? Pour moi? Parce que ça me plaît. C'est tellement sympa. Mais c'est pas aussi un peu pour le rock? Sans problème. Et le rock, c'est moi. Le rock and roll, à qui l'on a souvent écrit poste restante, a une adresse maintenant. En inaugurant son musée du rock'n'roll à Cleveland, Ohio, l'Amérique vient de reconnaître officiellement que le rock'n'roll fait partie de sa culture. On peut dire qu'aujourd'hui, le rock'n'roll a pris sa revanche. 52e État des États-Unis à partir d'aujourd'hui pour une semaine, Deauville qui accueille le festival du film américain et ses vedettes comme Kevin Costner, venu présenter un film qui a coûté très cher, 200 millions de dollars environ, son titre Waterworld, le monde de l'eau. Nicole Cornu-Langlois, Jean-Louis Melin. Dans Un monde parfait, Clint Eastwood dirigeait Kevin Costner. À Deauville, c'est un week-end parfait. L'un arrive après l'autre, à chacun son film. Bonjour Kevin. Oubliez les soucis, la foule vous aime. Et Waterworld, c'est pour demain. C'est en l'an 2500. Le réchauffement de l'atmosphère a transformé la planète en un immense océan. Sur un atoll se retrouvent les derniers rescapés de ce désastre. Arrive un navigateur solitaire, c'est Kevin Costner.
Aventurier rusé, survivant sur un trimaran, à la recherche d'une terre ferme et sèche, dryland. Pas facile, car la mer est infestée de smokers qui pillent, rançonnent et tuent sous la direction du démoniaque Deacon Denis Hopper. Une femme et une mystérieuse petite fille se réfugient sur les trimarans, ce qui complique un peu la vie du marin. Kevin Costner multiplie les exploits dans cette saga marine apocalyptique. Sous l'eau, sur l'eau, dans l'air. Il déploie des trésors d'imagination parfois drôles pour combattre les ennemis dans des batailles gigantesques. D'explosions en poursuite spectaculaire, on comprend vite pourquoi ce film ambitieux a coûté si cher. Un nouveau défi pour l'homme qui dansait avec les loups et qui poursuit ainsi son apologie du héros hollywoodien invincible. Il n'en reste pas moins que ce film Waterworld a failli se terminer en gouffre financier avant même sa sortie. Il faut dire que son tournage a été marqué par des ennuis sentimentaux pour Kevin Costner, des catastrophes naturelles et des accidents de tournage. Kevin Costner conserve tout de même un sourire tout hollywoodien. Nicole Cornu-Langlois l'a rencontré. Il est très facétieux, Kevin Costner, et préfère cacher son anxiété par des plaisanteries. Il aimerait mieux qu'on lui parle de son film plutôt que de répondre à des questions. Et pourtant, pensez-vous que dans le futur, un Waterworld puisse exister? Je ne sais pas si cela peut se produire, mais je crois que si nous ne prenons pas garde, si nous ne prenons pas conscience du fait que nous sommes sur Terre pour seulement un petit bout de temps, si nous ne prenons pas soin de notre terre, il se produira des choses terribles. C'est certain. Comment se place ce film dans votre vie professionnelle et personnelle? Vous savez, il y a quelque chose de très personnel dans mes films. Lorsque je tourne, ce n'est pas simplement un boulot, c'est très personnel. Si l'idée du film me plaît, peu importe le reste. C'est comme pour une femme, peu importe qu'elle soit grande ou de petite taille. La question est de savoir si vous aimez la personne. C'est pareil avec les films. Je tombe amoureux du film et non du style ou du genre. Nous savons, ce n'est un secret pour personne, que ce tournage a été plein de difficultés. Quels étaient les combats les plus âpres? Contre la nature ou contre les hommes? On pourrait dire que la mer est hypnotisante. C'est pas un endroit où il est facile de travailler. Mais j'ai été aidé par des amis français qui m'ont donné un coup de main. C'était difficile d'être naturel sur le bateau, car il bougeait constamment, il nous fallait faire très attention, tourner très vite. C'est-à-dire que tout en jouant votre rôle, il fallait veiller à ne pas tomber. J'ai fait beaucoup de cascades, d'actions en hauteur, donc ça comportait pas mal de risques. Peut-on bien dormir quand on produit et on joue dans le film le plus cher du monde? Oui, je dormais bien avant, pendant, après le film. Vous êtes française? Comment l'avez-vous deviné? C'est une impression, une idée, comme ça. Peut-être le couple de l'année. Salon de l'habillement masculin, il y a ce que l'on appelle maintenant la mode des rues. Elle est destinée aux jeunes jusqu'à, disons, maximum une trentaine d'années. Marie-Josée Le Pécard, Didier Dahan vous la font découvrir. Le salon Who's Next, c'est un salon de mode. La mode des adolescents qui dansent au lieu de défiler. Who's Next, ça signifie à peu près à qui le tour, ou bien au suivant. Au tour des jeunes de s'habiller, de faire modèle, de donner l'exemple, en sortant du costard-cravate et des sentiers battus par papa. Tout de même, l'étonnant, c'est ce salon consacré à une génération que les démographes nous décrivent comme moins peuplée et que les sociologues nous racontent comme pauvre et chômeuse. C'est vrai qu'en pouvoir d'achat général, ils ont moins d'argent que les personnes qui sont plus âgés, mais ils consacrent, leur budget le consacrent beaucoup plus aux tenues vestimentaires. Et ils sont vraiment prêts à dépenser beaucoup d'argent par rapport à leur tenue. Et c'est ce qu'on constate, nous, sur ce marché-là. Si donc le chiffre d'affaires global du prêt-à-porter a diminué en France cette année, c'est tout bonnement que ceux qui sont aux affaires, ceux qui ont vraiment de l'argent, ceux qui arrivent à la retraite, ont perdu, hélas, le goût de la mode et du changement.
Voilà, dans un instant la météo, Sophie Davant, ensuite c'est Fort Boyard et le dernier journal Florence Daucher et minuit concert Laurent Voulzy au Zénith, simultané stéréo avec Europe 2. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne, à demain 13h, bonsoir.